Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur le CAF Rentable, le podcast d'investissement le plus régulier. Tous les lundis matins à 8 heures, on vous parle de bourse, de finance et de business. Toujours accompagné d'un bon café. Bon, exceptionnellement pas à cette heure-là pour une fois, hein, Hugo. Mais je suis Jean de la chaîne J'invest et je suis accompagné d'Hugo de la chaîne EcoInvest. Comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Et toi, Jean, comment ça va? Bah écoute, ça va et c'est parti pour un nouveau podcast. Et vous, chers auditeurs, comment allez-vous? Alors, comme d'habitude, hein, avant de vous plonger dans le sujet du jour, un petit rappel. Vous pouvez nous écouter sur Fountain App, la meilleure application pour écouter vos podcasts. Vous gagnerez du Bitcoin simplement en nous écoutant et si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez aussi nous en envoyer en retour. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez aussi nous écouter sur toutes les plateformes de podcast classiques. Laissez-nous des avis et des notes 5 étoiles, ça nous aide énormément. Ainsi que sur YouTube, bien évidemment. Abonnez-vous à la chaîne Le CAF Rentable et à la page Instagram Le CAF Rentable. N'oubliez pas de vous abonner à la même occasion à nos chaînes YouTube respectives, donc J'invest et IQ Invest, et même IQ Bitcoin, excusez-moi, on a sorti une deuxième chaîne pour ne rien rater de nos contenus, et par la même occasion, nos pages Instagram du même nom. Tout à fait. Si vous voulez avoir un peu plus de ressources, n'hésitez pas à aller visiter le site www.iq-invest.fr. Il y a pas mal de choses, notamment l'accès à l'application, le centre d'aide, et également vous trouverez la bibliothèque de l'investisseur sur laquelle il y a tous les livres dont on parle dans les podcasts. Donc vous pouvez retrouver tous les livres avec les liens Amazon correspondants, notamment pour les versions françaises et les versions anglaises, pour ceux que ça intéresse. Mais du coup, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, Jean? Eh bien écoutez les amis, aujourd'hui on va parler de l'inflation et plutôt ses conséquences sur notre vie directement, parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de conséquences. Ouais. Euh, Dis-moi. Non, peut-être juste, ouais, ça va être donc la suite directe de l'épisode 2 qu'on a fait sur la série entre guillemets Bitcoin. Donc premier épisode, c'était l'étalon or. Deuxième épisode, le fonctionnement des monnaies fiat. Là, on est sur les conséquences de l'inflation. On va parler chiffres. On va montrer pas mal de graphiques. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter en podcast, on essaiera de vous décrire les graphiques. Mais je pense que pour cet épisode, ça vaut quand même le coup de visionner aussi la vidéo parce que on va vous mettre tous les graphiques à l'écran et vous le savez, une image vaut 1000 mots. Donc, on vous encourage à visionner le format vidéo pour celui-là exceptionnellement. Absolument. Alors, avant de commencer le podcast, ce que je vous propose et ce que je te propose, Hugo, c'est qu'on fasse un peu le point sur des concepts qui sont très importants à connaître avant de se lancer sur les conséquences de l'inflation. Et on peut commencer par Ouais. les préférences temporelles. Et il y a deux préférences temporelles vraiment à connaître. La première, ça va être la préférence temporelle élevée. En fait, la préférence temporelle élevée, c'est le fait de vouloir dépenser immédiatement l'argent que l'on a. Pourquoi? Parce que généralement, il y a un futur qui est incertain. C'est la propension, en fait, à vivre dans le présent. Par exemple, hein, les monnaies fiat, les monnaies qui sont dirigées par nos politiciens, tout simplement, eux, ils ne veulent qu'une chose en soi, c'est le pouvoir et ils visent leur réélection. Tout ça, c'est un raisonnement à court terme. On est bien d'accord là-dessus. La monnaie perd de la valeur au fur et à mesure du temps, on l'avait vu dans l'épisode précédent, les fameuses monnaies fiat, et encourage toujours plus cette vision à court terme, cette incitation à dépenser immédiatement plutôt qu'à épargner. Contrairement à la deuxième préférence temporelle, mais cette fois la préférence temporelle faible. Tu veux nous en dire deux mots là-dessus, Hugo? Ouais, effectivement, donc préférence temporelle élevée, comme tu l'as dit, donc le fait d'avoir des pensées plutôt court terme et des horizons plutôt court terme et des préférences court terme, donc le fait de potentiellement privilégier les dépenses plutôt que l'épargne ou l'investissement à long terme, et tout simplement donc les monnaies fiat ont tendance à encourager cette préférence temporelle élevée puisque l'inflation encourage les gens donc à dépenser leur argent, à s'en séparer le plus vite possible, puisque cash is trash, comme disent les Américains. Le cash, c'est à la poubelle. C'est un melting ice cube, donc il faut vraiment visualiser ça comme un cube, un glaçon
qui fond entre vos mains. Donc plus vous gardez du cash, plus vous perdez de la valeur, plus vous vous faites diluer par l'inflation, et donc ça encourage cette préférence temporelle élevée qui va vous encourager à dépenser l'argent le plus vite possible dès que vous le recevez. Et à l'inverse, on a donc la préférence temporelle faible, ou la low time preference en anglais, qui est donc le fait de privilégier l'épargne et de privilégier donc les décisions long terme vis-à-vis des décisions court terme. Et donc là, voilà, on va plus avoir tendance à épargner et à investir, et surtout à différer la gratification. C'est vraiment aussi le concept fondamental, c'est que d'un côté, on a la gratification immédiate, et de l'autre côté, on a la gratification différée. Et c'est un peu le principe, tu sais, de l'expérience de Milgram là, avec les chamallows. C'est la fameuse expérience où on met un enfant dans une pièce avec un chamallow sur la table, et on lui dit, bah, si tu le manges pas, dans 15 minutes, t'en auras 2. Et en fait, on se rend compte qu'il y a assez peu d'enfants qui arrivent à résister à la tentation de manger au chamallow, et que généralement, ce qu'a montré cette expérience, c'est que les enfants qui ont réussi à résister et à avoir donc une préférence temporelle faible, et donc avoir des pensées plutôt long terme, ont en général mieux réussi ensuite dans leur vie. Et ça se comprend tout simplement, en fait, puisque plus on va pouvoir penser long terme, plus on va pouvoir prendre des actions qui vont faire en sorte que notre nous futur va être de plus en plus riche, efficace, tout ce que tu veux, peut-être en privilégiant plus d'études, plus de travail, plus de sacrifices, plus d'épargne, etc. Et voilà, le concept clé à retenir sur la préférence temporelle, c'est que l'inflation encourage cette préférence temporelle élevée en encourageant la dépense et en encourageant aussi notamment le crédit. Voilà. Bah écoute, merci. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas cette étude du marshmallow, entre guillemets, avec les enfants, c'est très intéressant parce que en fait, on se rend compte qu'il a vraiment pris un espace-temps qui est vraiment énorme, et les enfants qui n'ont pas, enfin, qui ont mangé le marshmallow tout de suite, au lieu d'en attendre plusieurs qui seraient arrivés par la suite, bah, en fait, on se rend compte qu'ils ont eu une propension à avoir un futur vraiment moins bien que celui qui a préféré attendre de manger le marshmallow. Il y en a même qui ont fini dans la drogue, etc. Donc c'est vraiment de deux opposés limites. Comme quoi, des petits, c'est un peu, ça va profiler notre tempérament futur. Et voilà, avant de rentrer dans le sujet, qu'est-ce qu'on peut conclure de l'introduction? C'est que la dévaluation de la monnaie est la dévaluation économique de tous les détenteurs de cette monnaie in fine. C'est parti pour le podcast Les conséquences de l'inflation, et on va commencer par parler de la distorsion des prix, en soi donc l'impossibilité de se projeter. Ouais. Pourquoi? Parce que l'inflation rend les calculs long terme de plus en plus compliqués. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots dessus? Et si tu veux, bah après je présenterai le premier document. Ok, effectivement, donc c'est un concept qui est assez simple à prendre en compte, puisque vous avez déjà probablement fait l'expérience vous-même, qui investissez en bourse. Quand vous voulez estimer vos rendements futurs, eh ben, c'est toujours très compliqué, parce qu'on vous dit toujours, oui, mais il faut l'ajuster de l'inflation. Ok, mais comment on fait pour l'ajuster de l'inflation? Les taux d'inflation, ils sont estimés aux alentours des 2% par an, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'ils sont pas plutôt autour des 8% par an, comme on l'a vu dans le dernier épisode? Et surtout, qu'est-ce qui se passe si ces taux d'inflation fluctuent? Dès que vous voulez commencer à intégrer la métrique de l'inflation dans vos calculs de rentabilité, ça commence à devenir de plus en plus complexe. Et il faut voir ça un peu comme une unité de mesure qui change constamment dans le temps. C'est comme si vous vouliez construire une maison avec un mètre qui changerait du jour au lendemain, et tous les jours on vous dit bah voilà, bah ton mètre là aujourd'hui il est différent, donc bah, potentiellement pour construire ta maison ça va être extrêmement compliqué parce que tu n'as jamais la même unité de mesure. Donc tu auras des murs pas droits, tu auras des trucs qui n'auront aucun sens. Et en fait c'est exactement le même principe avec l'inflation, c'est que la monnaie fondamentalement c'est une mesure, puisque la monnaie en fait c'est du temps et de l'énergie transformée. En tant qu'être humain, vous allez travailler, vous allez donc dépenser du temps et de l'énergie pour gagner une monnaie, et cette monnaie qui va vous permettre donc ensuite de rééchanger ce temps et cette énergie plus tard pour un autre bien ou un autre service que vous ne voulez pas donc échanger tout de suite. Et ça permet également de résoudre le problème de la coïncidence des besoins, et donc de passer outre le troc, qui était donc la première forme d'échange que l'humanité a connue. Pour ça, on vous renvoie vers le premier épisode sur l'histoire des monnaies et l'étalon or.
Mais du coup, donc, comment se projeter dans le futur? Comment prévoir l'achat d'une maison, par exemple, dans 20 ans, si le prix des maisons ne cesse d'augmenter? Bah, vous savez pas de combien sera la maison de vos rêves. Peut-être qu'aujourd'hui, elle est à 200 000 euros. Peut-être que dans 20 ans, elle sera à 400 000, à 600 000, à 800 000, à 1 million d'euros. Vous ne savez pas, c'est impossible de se projeter dans le futur quand on a un taux d'inflation élevé, quand on a des prix qui augmentent. Et surtout, il faut comprendre que le CPI et l'IPC, donc le CPI c'est le Consumer Price Index, donc c'est l'équivalent de l'IPC aux États-Unis, donc l'IPC c'est l'indice des prix à la consommation, c'est le chiffre d'inflation qui est officiellement communiqué par les gouvernements. Donc l'IPC c'est en France, le CPI aux États-Unis. Mais il faut bien comprendre que ce chiffre, avec un objectif de 2% par an communiqué par les banques centrales, est faux. Ce chiffre ne reflète pas l'inflation réelle, ne reflète pas la réalité. On en a déjà parlé dans l'épisode précédent. En fait, l'inflation de la masse monétaire tous les ans est plutôt située autour des 8% par an, historiquement, depuis les années 60. Donc le taux d'inflation de 2% par an est complètement truqué, et c'est extrêmement simple à comprendre. Déjà, on n'a pas l'immobilier qui est intégré dans le CPI, dans l'IPC. Donc pourtant, une maison, c'est un bien de base. Tout le monde a besoin de se loger, tout le monde a besoin d'habiter sous un toit, tout le monde a besoin d'avoir une douche, d'avoir de l'eau courante, d'avoir de l'électricité, etc. et d'habiter dans une maison, dans un appartement, dans un logement. Donc c'est un bien essentiel à n'importe quel être humain qui vit sur cette planète, et pourtant ce n'est pas pris en compte dans l'indice des prix à la consommation. Donc déjà, ça c'est complètement faussé, surtout quand on sait que l'immobilier, c'est les biens qui sont le plus sensibles à l'inflation. C'est vraiment quasiment le premier endroit où va se manifester l'inflation. Et en fait, historiquement, la croissance des prix de l'immobilier suit quasiment parfaitement la croissance de la masse monétaire et la croissance de l'inflation. Mais bref, déjà, on a ce premier facteur, et en plus de ça, on a le fait que les biens et services qui sont pris dans ce panier qui sert à calculer donc le CPI. Il faut vraiment voir ça comme un panier de biens. Donc on va prendre par exemple le caddie de Madame Michu, on va prendre le caddie en 2022, ensuite on prend le caddie en 2023, et on va voir ce caddie avec les mêmes produits, comment est-ce que ça a augmenté. Sauf que le problème, c'est que le caddie, il change tous les ans. Et tous les ans, on va pouvoir changer comme ça les produits qui sont dans le panier et dire par exemple, cette année, en 2023, j'en sais rien moi, les œufs ont fortement augmenté, les œufs ont fait x3 sur leur prix. Eh bien tout simplement, on va dire que les œufs sont mauvais pour la santé. Du coup, on va dire que Madame Michu ne mange plus d'œufs, ça nous arrange bien, et à la place de manger des œufs, elle mange du quinoa. Et le quinoa, c'est beaucoup moins cher que les œufs. C'est un exemple évidemment qui n'est pas pris au hasard. Et justement, tu vas pouvoir, Jean, nous parler un peu du premier graphique qui est extrêmement intéressant à ce niveau-là. Absolument. Alors juste les amis, t'as parlé de l'immobilier Ouais. un peu, t'as commencé à teaser ce sujet, mais vous inquiétez pas, pour ceux qui sont intéressés par l'immobilier, on va revenir dans le milieu de ce podcast sur ce sujet-là, en rentrant vraiment dans le détail, en vous fournissant des graphiques, on les expliquera, et vous allez voir que c'est très intéressant parce que l'évolution des prix de l'immobilier ne va pas forcément en notre faveur dans le temps. Alors, Hugo, tu as parlé de l'inflation, du mot inflation. Il faut savoir que, alors là, le premier graphique, c'est Occurrence of Adjusted for Inflation de Google Books. Merci pour l'accent anglais. Vous le connaissez à force, donc tout simplement en français, c'est l'apparition du terme ajusté de l'inflation sur Google Books. Alors, il faut savoir que le graphique là, il prend une sacrée amplitude, il prend quasiment 2 siècles. Il prend des années 1800 à 2000, qui répertorie l'utilisation du terme ajusté de l'inflation sur les écrits disponibles de Google Books. Donc, qu'est-ce que l'on remarque? C'est déjà qu'il y a une explosion du terme à partir de 1971. Souvenez-vous, cette fameuse date qu'on a dit dans l'introduction. En fait, avant, on n'en parlait pas. On se demande pourquoi. Parce qu'avant, les monnaies étaient étalonnées, un actif solide, était étalonné à l'or en l'occurrence. Donc forcément, c'était des monnaies qui étaient relativement très stables, quand même, sauf en période de guerre ou de crise vraiment diverses et variées, mais en tout cas des crises. Donc c'était des monnaies qui étaient stables et solides dans le temps.
Aujourd'hui, maintenant que nos monnaies sont étalonnées, baquées à rien, c'est du vent, nos monnaies, et l'inflation, tout ça, avec les taux directeurs, tout ça est contrôlé par les banques centrales, qui sont régies pas par des actifs solides, hein, bien au contraire, ce sont juste des politiciens, entre guillemets, en tout cas des gens du public. Donc voilà, c'est le Adjusted for Inflation, donc ajusté de l'inflation, a fait son apparition en 1971. Avant, on s'en tapait, ça n'existait pas, il n'y avait pas d'inflation, il n'y avait que de la monnaie solide qui y régnait. Tu veux rajouter quelque chose là-dessus ou pas, Non, tout à fait, Hugo? effectivement. Ouais, on voit déjà qu'il y a eu une petite hausse dans les années 60 et que c'est vraiment en 71 que le terme a explosé dans les livres. Et effectivement, tu l'as très bien dit, la monnaie aujourd'hui, enfin la monnaie fiat n'est backée par rien en soi, rien de tangible. Même si les banques centrales possèdent de l'or en fait en réserve, c'est C'est pas très vraiment peu quelque par chose rapport à la masse monétaire. voilà, en fait, c'est rien du tout par rapport à la masse monétaire et surtout la monnaie n'a pas un taux de change fixe par rapport à l'or, donc elle n'est pas backée par l'or. Et si vous voulez savoir comment est gérée la monnaie fiat et comment est créée la monnaie fiat, on en parle également dans l'épisode précédent. Si vous n'en avez pas, enfin si vous ne l'avez pas écouté, si vous ne l'avez pas encore écouté. Ah, absolument. Alors, on a parlé de la distorsion des prix, hein, l'impossibilité de se projeter. Maintenant, ce que l'on vous propose, c'est de passer au taux d'épargne. Et d'ailleurs, ce fameux taux d'épargne, hein, celui qu'on aimerait tous avoir, qu'on aimerait tous en tout cas augmenter chaque mois, il faut savoir que depuis 1960, la masse monétaire a augmenté de plus de 8% par an, dans les pays quand même relativement développés. Et là, le résultat, il est direct, hein, il y a vraiment un effet dilutif sur l'épargne. Forcément, plus la masse monétaire augmente, plus votre épargne va diminuer. Et d'ailleurs, le pouvoir d'achat a été divisé par 61. Hein, par 61, c'est colossal, depuis 1960. À savoir que le taux d'épargne au sein de la population a baissé. Passant, par exemple, on va prendre les US, hein, le pays qu'on aime tous. Donc, le taux d'épargne aux US est passé de 8% en 71 à 4% aujourd'hui. Il a été divisé par deux. On va prendre l'Allemagne maintenant. Donc, l'Allemagne, le premier pays, je pense même européen, avait un sacré taux d'épargne, hein, quand même 15% en 1971, et aujourd'hui a perdu 5 points et est descendu donc à 10%. Tandis que pour la Grande-Bretagne, elle avait un 8% de taux d'épargne euh, avant 1971 et aujourd'hui, elle est à 0%. Ça veut dire qu'en fait, les Anglais, ceux qui habitent en Grande-Bretagne, l'épargne ne peuvent plus, parce que c'est ça, c'est pas ils n'épargnent pas, ils veulent épargner, mais ils ne peuvent plus y arriver parce qu'il y a trop de création monétaire, tout leur argent est dilué dans la masse. Ouais, Et et non forcément, le seulement... Brexit, ouais. Et juste pour non, non, ouais, compléter, vas-y. mais le Brexit n'a rien arrangé sur ce sujet en Grande-Bretagne. Vas-y, je t'en prie, Hugo. Ouais, non, effectivement, t'as non seulement le facteur que les gens ont plus forcément suffisamment d'argent pour épargner parce qu'ils se font bouffer par l'inflation, mais t'as aussi le fait que la préférence temporelle augmentant à cause de l'inflation, forcément les gens sont de moins en moins incités à épargner puisqu'ils savent très bien que leur monnaie de toute façon se dévalue et perd de la valeur. Et je vous mets ici, pour ceux qui regardent en vidéo encore une fois, donc ça c'est un schéma que j'ai pas retrouvé sur internet, mais qui est disponible dans le livre The Bitcoin Standard, que vous avez ici, donc le livre Les talons Bitcoin en français, et vous voyez en fait ici donc les différents taux d'épargne des différents pays, donc les 7 pays principaux sur la courbe. Donc vous pouvez faire pause si vous voulez le regarder d'un peu plus près. Et surtout ce qu'on voit c'est que le taux d'épargne en moyenne, donc la moyenne de ces 7 plus grosses économies, donc à savoir la France, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse... Ah non, pardon, il en manque une, puisque là... Donc la moyenne des 7 plus grosses économies est passée de 12,66%, donc de taux d'épargne en 1970, à 3,39 en 2015. Donc un taux d'épargne qui a quasiment été divisé par 4. Donc c'est énorme. C'est énorme comme baisse. On a vraiment des populations qui épargnent beaucoup moins et qui ont beaucoup moins d'épargne en fait disponible que nos ancêtres, que la génération de nos grands-parents par exemple. Absolument.
Et ce qu'on peut voir, c'est que ça ne s'arrête pas au taux d'épargne, puisque les inégalités ont également explosé. En fait, si on regarde donc le premier graphique, c'est Income Inequality in United States. Donc c'est l'inégalité des salaires aux États-Unis entre 1910 et 2010. Et ici, ce qu'on constate, idem, on constate une explosion à partir des années 70 et 80 des inégalités de salaires aux États-Unis. Alors, elles étaient déjà relativement élevées avant la Seconde Guerre mondiale, mais elles se sont stabilisées entre 45 et début des années 70. Globalement, elles étaient aux alentours de 35%, un peu moins 34%, mais elles ont explosé ensuite à partir de 1970 pour réatteindre aujourd'hui des niveaux d'environ 47%, soit quasiment le plus haut historique et quasiment au plus haut que 1929. On voit qu'on a eu un énorme pic en 1929, juste avant la crise financière de 1929. Et deuxième graphique, donc c'est Income Concentration at the Top. Et ici, en fait, ce que ça nous montre, c'est la proportion de la richesse qui est détenue par le top 1% ou le top 0,5%. Et ici, ce qu'on remarque également, c'est que la concentration a augmenté depuis les années 70, passant d'environ 10% de concentration pour le top 1% en 1960 à environ 22% aujourd'hui. Et pour le 0,5%, c'est passé de, on va dire, 7,5% en 60 à environ 16% aujourd'hui. Absolument. Juste pour compléter un point sur le premier graphique, on se rend compte quand même que entre 43 et 1985, c'était calme, hein, il y avait eu vraiment une baisse des inégalités de revenus, mais aujourd'hui, on est au même niveau qu'il y a 81 ans, donc pendant la crise financière en 1929. Ça veut dire qu'en gros, il n'y a rien qui a changé. En ce moment, on est d'accord qu'on n'est pas en pleine crise financière. On n'est pas en temps de 1929 où les gens ne pouvaient même plus se nourrir, mais on a perdu, et c'est pour ça que c'est vraiment une inflation, enfin, comment dire, ça nous est caché, tout ça. Notre pouvoir d'achat, il a diminué, les inégalités de revenus sont en pleine expansion, mais tout ça nous est caché par les aides, etc. Je pense que tu rediras la fameuse citation que tu adores, il n'y a pas de repas gratuit, il n'y a jamais de repas gratuit. Et aujourd'hui, on est au même niveau qu'en 1929, sauf qu'on n'a pas l'impression d'y être, mais statistiquement parlant, graphiquement plutôt parlant, on est au même niveau. Donc c'est vraiment, ça en est limite inquiétant. Il n'y a pas de machine learning chez les humains parce qu'on répète le même système qu'en 1929. On a répété ça d'ailleurs en 2008 avec la crise financière des subprimes. Voilà, c'est vraiment... C'était juste pour ajouter ma petite touche personnelle. Tout à fait, en sachant que ce qui avait déjà créé la crise de 29 à la base, comme on en avait parlé dans le précédent podcast, c'était en grande partie l'énorme inflation qu'il y a eu dans les années 20 à la suite de la Première Guerre mondiale. Mais bref, ce n'est pas le sujet ici. Donc effectivement, donc ça ne s'arrête pas au taux d'épargne et aux inégalités de salaire, bien évidemment, puisque tous les prix ont augmenté et on va voir donc la hausse des prix à la consommation. Vous allez voir que c'est probablement la partie la plus percutante et la plus impressionnante, puisque tout a augmenté. Depuis 1971, vous allez voir que c'est vraiment une date charnière, puisque tout a explosé à la hausse, que ce soit l'électricité, la nourriture, le blé, le maïs. Tous les prix ont explosé alors que pourtant les biens manufacturiers, les biens de consommation sont en grande partie déflationnistes, tout simplement puisque la technologie s'est améliorée depuis les années 70. On produit aujourd'hui beaucoup plus de biens, beaucoup plus de services, beaucoup plus de nourriture et ça coûte moins cher aujourd'hui de produire du blé que de produire du blé dans les années 70 et ça coûtait encore moins cher dans les années 70 que dans les années 20 par exemple quand il fallait moissonner avec une faux alors que ensuite maintenant on a des tracteurs, on a des moissonneuses, etc. Donc forcément le progrès technique fait que les prix en fait des biens à la consommation sont censés diminuer dans le temps, mais pourtant ils augmentent et ils augmentent tout simplement puisque la masse monétaire augmente. Et on remarque aussi que le prix du pétrole a explosé depuis les années 70, comme vous allez voir sur les graphiques, et que l'explosion du prix du pétrole n'a en réalité pas grand-chose à voir avec les fameux chocs pétroliers des années 70 et les décisions de l'OPEP, mais a plutôt grandement à voir avec la fin de l'étalon or, le début des monnaies fiat et donc la dévaluation massive du dollar
face à des choses qui sont beaucoup plus finies, beaucoup plus dures, beaucoup plus rares, à savoir le pétrole, l'or, les matières premières, etc. Alors pour rebondir sur ce que tu dis, je vais vous présenter le graphique qui est quand même très parlant parce qu'on y voit vraiment une courbe exponentielle. Donc c'est un graphique sur le Consumer Price Index, donc les données du CPI qui remontent sur plus de 2 Et, siècles. et encore, ce sont les Parce données que officielles, hein. on est d'accord, on est d'accord. C'est ça qui est, c'est terrible. Donc ce sont des données qui remontent de 1775 jusqu'à 2012, donc une sacrée amplitude, mais au moins c'est très parlant pour tout le monde. Alors qu'est-ce que l'on y voit? Eh ben déjà c'est que le prix à la consommation est resté stable de 1775 à 1939, soit 164 ans. Hormis quelques hausses relativement modestes, notamment durant les périodes sous tension, on peut prendre la guerre de 1918 ou la guerre civile, donc la guerre de sécession en 1865, et forcément les deux guerres mondiales. Mais par contre, depuis les années donc 44-45, donc vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu, souvenez-vous, c'était le premier podcast, donc le traité de Bretton Woods. Et ben, faut savoir que l'indice n'a commencé à jamais redescendre à ses niveaux d'avant 44. Même quand même quand la Seconde Guerre mondiale a été finie, l'indice n'est jamais redescendu. Et les prix des produits à la consommation n'ont fait qu'augmenter. Mais c'est vraiment à partir de 1971 où là, vous pouvez vraiment regarder sur le graphique, où là, vraiment, là, on tire le rideau. Les prix à la consommation se sont littéralement envolés et battent de record en record. Pourtant, il n'y a plus de guerre de sécession, il n'y a plus de Seconde Guerre mondiale. Comme tu l'as dit, il y a un effet déflationniste sur les produits parce que les progrès facilitent et améliorent notre quotidien. On dépense de moins en moins d'énergie qu'avant pour moissonner un champ. Donc, plus on avance dans le temps, plus les produits de consommation coûtent de plus en plus cher. L'augmentation, on le voit, elle est exponentielle, elle est vertigineuse. Et donc, l'IPC, qui était historiquement de 1775 à 1971 inférieur à 5, est aujourd'hui à 25. Donc, c'est une sacrée augmentation. Et d'ailleurs, ça se répercute aussi sur le deuxième graphique. Donc là, c'est l'évolution du prix unitaire d'un jus de concentré de tomate. Donc c'est Google Traduction qui m'a dit ça, mais c'est ça, un jus de concentré de tomate. Ouais, c'est le Campbell Condensed Tomato Soup. Donc ouais, c'est ça, hein, c'est une boîte de conserve de concentré de tomate en fait, hein. Donc l'évolution de son prix entre 1895 à 2024. Donc j'aime beaucoup ce graphique. C'est toi qui en plus qui me l'avait montré pour la première fois parce que en soi on voit tout ce que c'est une boîte de soupe quoi. Enfin un concentré de tomate. Donc Ouais, c'est c'est la vraiment boîte très de marrant. conserve que t'as au supermarché, tu t'en sers pour faire ta bolognaise. Là, c'est vraiment C'est c'est ça. vraiment ce truc, quoi. Donc, qu'est-ce que l'on y voit dans ce graphique? C'est que le prix est resté stable pendant 76 ans, donc de 1895 à 1971. Vous l'avez sûrement deviné. Donc, il oscillait environ à 0,10 cents. Mais c'est qu'à partir de la fin de la convertibilité du dollar en or en 1971 que le prix du concentré de tomate n'a fait qu'augmenter. Pourtant, on est bien d'accord que, j'allais dire éplucher des tomates, mais récupérer des tomates du champ, c'est beaucoup plus simple qu'à l'époque. Voilà. Et notamment, on le voit avec un prix en 2020 supérieur à 1 dollar, donc ça a fait x10, tout simplement, en 50 ans, alors que, je le répète, ça devrait coûter moins cher à produire du fait des progrès techniques. Tout à Tu veux fait. compléter, là-dessus, toi, Hugo? Ouais, ce qui est flagrant déjà sur le premier graphe, c'est que on voit bien l'augmentation à chaque guerre, mais ensuite surtout le niveau des indices des prix à la consommation retrouve la normale à chaque fois après chaque guerre, sauf que après la Seconde Guerre mondiale, comme tu l'as dit, les niveaux n'ont jamais retrouvé leur niveau d'avant-guerre et ils ont continué doucement leur montée jusqu'à exploser à partir de 71. Et vraiment, moi j'adore ce graphique de la condensed tomato soup, donc vraiment la boîte de conserve de concentré de tomate, parce que ça parle à tout le monde. Vous voyez tous ce que c'est, vous comprenez tous que des tomates aujourd'hui, c'est plus facile à produire que des tomates en 1895. La boîte de conserve aujourd'hui, elle est en aluminium, c'est hyper simple, on a des machines qui t'assemblent ça en 2 secondes, c'est beaucoup plus facile qu'en 1895, et pourtant 1895, jusqu'en
1970, c'était 10 cents, donc 10 centimes grosso modo, la boîte de conserve, et aujourd'hui elle est quasiment à 1 dollar, donc 1 euro, hein, donc x 10 en l'espace de 50 ans, c'est vraiment impressionnant. Si on regarde ensuite, troisième graphique, c'est le graphique des principales monnaies par rapport à l'or. Et ici, ce qu'on peut voir, toujours la même date sur ce graphique, en 1971, on voit l'effondrement total de toutes les monnaies par rapport à l'or. Et on voit sur le graphique donc le dollar qui a subi deux dévaluations, à savoir une première dévaluation en 1934 à la suite donc de la fameuse confiscation de l'or par Roosevelt dont on a parlé dans la précédente vidéo, où le dollar a été dévalué de 27 dollars l'once à 35 dollars l'once. 35 dollars l'once, donc un taux qu'il gardera jusqu'en 1971 avant de passer, comme on l'a dit en début, de 35 dollars l'once à 900 dollars l'once, puis 2700 dollars aujourd'hui, donc un prix de l'or, mais c'est même pas le prix de l'or, en fait c'est une valeur du dollar qui s'est complètement effondrée par rapport à l'or, et c'est le cas pour toutes les autres monnaies comme vous pouvez le voir sur le graphique. Graphique suivant, c'est la fête, puisque c'est pour fêter les 25 ans de l'euro. Donc ça, c'est un graphique satirique qui fait suite à un graphique de la Banque Centrale Européenne qui nous montre la magnifique performance de l'euro pendant 25 ans, puisque l'euro a tout simplement perdu 95% de sa valeur face à l'or en l'espace de 25 ans. 1 euro pouvait vous acheter 120 mg d'or en 99, au 1er janvier 99, et aujourd'hui, en 2024, 1 euro ne peut vous acheter qu'environ 18-17 mg d'or. Donc voilà, 90% de moins, en fait, vos euros ne valent plus rien. Graphique suivant, extrêmement intéressant celui-là, c'est le graphique du pétrole, donc en l'occurrence le WTI Crude Oil. Donc je crois que tu avais fait d'ailleurs une vidéo toi sur le pétrole sur ta chaîne où tu parlais notamment des indices du pétrole, dont le WTI. C'est ça, j'avais parlé du WTI et de l'OPEP, notamment l'OPEP+, qui avait suivi après, parce que je trouve que c'est vraiment un sujet qui est vraiment très, très intéressant. Mais par contre, tu vois, c'est fou parce que après, il faut y penser, mais si j'avais eu connaissance de ce graphique, j'en aurais parlé dans la vidéo parce que il est vraiment monstrueux, ce graphique. C'est La clair. comparaison du prix du pétrole brut du WTI exprimé en grammes d'or par rapport au baril, c'est impressionnant. Ouais. Vous pourrez aller vous amuser, pour ceux qui nous écoutent, allez voir le WTI normal, donc c'est-à-dire le prix du dollar, enfin le prix du pétrole exprimé en dollars, et vous allez pouvoir comparer avec donc le WTI Crude Oil en gold gramme, donc en grammes d'or par baril. Et ici, vous pouvez tout simplement voir en fait que le pétrole est de moins en moins cher par rapport à l'or, tout simplement, puisqu'il était relativement stable entre 1950 et 1970, comme on le voit, et vous vous en doutez, il s'est effondré en 1971, et là a commencé la volatilité absolue, puisque en fait, tout simplement, le dollar n'a plus été corrélé à l'or, donc forcément, on a eu beaucoup plus de volatilité dans les prix du pétrole. Mais ce qu'on remarque, c'est une douce pente descendante, en fait, et le pétrole est de moins en moins cher par rapport à l'or. Et 2,5, enfin, vous pouviez acheter un baril de crude oil, donc un WTI crude oil à peu près avec 2,5 grammes d'or en 1955. Aujourd'hui, vous pouvez acheter un baril avec à peu près 1 gramme d'or. Donc vous pouvez acheter en fait 2,5 fois plus de barils de pétrole aujourd'hui avec la même quantité d'or que en 1955. Donc très intéressant. Donc vous voyez que le prix du pétrole en fait n'augmente pas, voire même il diminue tout simplement, puisque c'est comme le Ouais, c'est principe ça. de la boîte de conserve en fait, c'est que c'est de plus en plus facile aujourd'hui de forer du pétrole, on trouve de plus en plus de pétrole, c'est pas du tout quelque chose qui manque. Alors oui, c'est une ressource finie sur la planète, mais objectivement aujourd'hui c'est pas quelque chose qui manque à l'humanité, c'est quelque chose qui est produit en abondance, et c'est quelque chose qui est moins cher qu'il y a 50 ans, malgré ce Ouais, que les chiffres en c'est ça. dollars pourraient nous laisser penser. C'est une matière première elle est abondante en veux-tu en voilà du pétrole. C'est juste que c'est une matière première qui est régulée par, en l'occurrence, l'OPEP et l'OPEP+. Mais on voit bien que sur ce graphique que le prix du pétrole a une tendance quand même baissière.
Donc on peut même se dire que c'est une matière première qui est de moins en moins chère, en tout cas à produire ou même à acheter. Chose qui ne se remarque pas si vous allez faire de l'essence à la pompe. Mais on peut se demander du coup légitimement, est-ce que c'est pas plutôt la valeur de notre monnaie, in fine, avec laquelle on achète ce fameux WTI qui est en train de baisser en fait à vitesse grand V. Parce que après il y a une grosse augmentation aussi du prix que je n'avais pas forcément mentionné, tu sais, en 1975, je crois, c'était le choc pétrolier. Ouais. Le choc pétrolier, donc après c'est ça qui a rendu la volatilité du pétrole, mais il n'empêche comme tu l'as dit, entre 1950 et 1970, c'était quand même assez linéaire, on va dire. Ça dépassait pas le cap des 3 et ça baissait pas le cap des 2. Tandis qu'avant, après, on est passé à 4,5 grammes pour descendre à 0,5 grammes. Donc, t'as un sacré delta. T'as 4 de Tout delta. à fait. Tout à fait. Et en fait, vous pouvez voir en fait l'inverse sur le graphique d'après, puisqu'on a le graphique qui nous montre l'évolution des prix de l'électricité, de la nourriture et des fruits. Et là, vous pouvez voir également, c'est toujours le même principe. Hein. Vous avez la date charnière 1971, et on a vraiment l'impression que il y avait une bride avant sur les prix. Tu vois, il y avait quelque chose qui arrivait à stabiliser tous les prix. Et d'un coup, en 1971, t'as fait sauter la bride, t'as ouvert les vannes du barrage et paf, t'as tout qui part dans tous les sens. Et c'est exactement ce que. On voit vraiment que là, c'est le début du graphique, hein, pour ceux qui nous écoutent, commence en 1951 et finit en 2021. Donc il y a quand même une belle amplitude dans les dates. Et on voit qu'il y a une stabilité de l'indice pour donc de l'électricité, du prix de l'électricité, de la nourriture et des fruits. Entre 51 et 71, c'est quasiment identique, quoi. C'est vraiment ultra corrélé. Les trois cours sont très corrélés. Et à partir de 1971, c'est l'envolée des flux totales des prix de ces produits, de ces trois produits. Et notamment, on le voit avec un indice, donc IPC, sur les fruits qui a été multiplié par 12 en moins de 50 ans. Une croissance vertigineuse, on peut le dire, de la nourriture qui a fait x10 et de l'électricité qui a fait x8. Et forcément, voilà, les répercussions se retrouvent directement dans la façon de consommer des individus. Tu parlais du quinoa, mais on peut également parler de l'augmentation de la junk food, parce qu'avant, on bouffait de la vraie viande, on savait ce que c'était un vrai steak, et pas un steak de chez McDo qui fait 0,5 mm, et qui est aussi la dégueulasse. recrudescence de l'obésité. Tout à fait. Comment? Et qui est dégueulasse. Le steak de chez McDo. Effectivement. Et évidemment, ça ne s'arrête pas là, puisque vous vous doutez bien que, en fait, c'est in fine ce qu'on va montrer dans cette vidéo, hein, c'est que tous les prix augmentent. Mais voilà, faut se rappeler que de manière sous-jacente, c'est pas les prix qui augmentent, c'est la monnaie, la valeur de la monnaie qui diminue et qui vous permet d'acheter de moins en moins de choses tous les ans, puisque il y a de plus en plus de quantité de cette monnaie en circulation. Mais on a également donc le coût des frais de scolarité qui augmente de plus en plus. Alors ça va pas trop nous parler pour nous Français, puisque la plupart des frais de scolarité en fait sont gratuits. La plupart d'entre nous sont allés dans l'école publique et n'ont pas forcément payé des frais de scolarité extrêmement élevés. Mais ce n'est pas le cas dans tous les pays, et notamment aux États-Unis, où les coûts des études coûtent extrêmement cher, et surtout les universités. Et ici, on peut voir sur le premier graphique, on a la ligne noire qui nous montre en fait l'évolution d'un salaire médian pour un homme aux États-Unis entre 85 et 2017 globalement. Et on voit que ce salaire, donc, il a augmenté dans le temps, ça c'est clair, puisqu'il est passé d'environ 22 000 $ à peu près 52 000 $ aujourd'hui. Donc les salaires augmentent, mais tout le problème, évidemment, c'est qu'ils augmentent moins vite que l'inflation. Et ça se voit très bien sur ce graphique, puisque en fait, la proportion et les prix, la proportion en fait de tous les postes principaux de dépenses ont augmenté beaucoup plus vite que le salaire, et on voit que la proportion par exemple de dépenses allouées sur la maison, sur la santé, sur le véhicule ou sur le collège, donc collège c'est les frais universitaires, a grandement augmenté et aujourd'hui atteint la parité en fait avec le salaire médian d'un homme. Donc ce que ça nous dit ici, c'est qu'en 85, le salaire médian d'un homme suffisait à couvrir les frais de logement,
de santé, de voiture et d'éducation, à peu près à 50%. Ça représentait voilà, à peu près 50-60% du salaire médian, et aujourd'hui ça représente 100% du salaire médian. C'est-à-dire qu'un homme seul ne peut plus arriver à couvrir ses frais. On est obligé d'avoir un ménage, par exemple, avec 2 personnes qui travaillent aujourd'hui. Et deuxième D'ailleurs, ça se voit graphique, très, ouais, D'ailleurs, non ça se voit vas-y. très bien dans le second graphique, parce que Mm. là, cette fois, c'est un graphique avec des données chiffrées en dollars, donc c'est peut-être un peu plus parlant enfin, en tout cas pour moi, ça me parle plus, mais ça va être l'évolution des frais de scolarité de 1963 à 2021. Et d'ailleurs, bah, si vous regardez bien, on va se concentrer sur les prix d'écoles privées, parce que ce sont eux qui ont le plus explosé. Mais on voit que sur 4 ans, donc le prix de l'école privée sur 4 ans, il y a quand même une légère augmentation des prix de 1963 à 1982, en passant notamment de 8 632 dollars à 11 513 dollars, donc une légère augmentation, à quelques milliers de dollars. Mais à partir de 1982, c'est vraiment la grande ascension, avec des frais scolaires quasiment impossibles à payer, bah, sans souscrire de prêt, hein, parce qu'on sait que même Barack Obama, quand il était rentré à la présidence, devait encore se payer son Chrome qu'il avait souscrit pour payer ses études de droit. Donc, comme tu le montrais dans le graphique juste avant, la société, les ménages sont obligés d'allouer une partie de leur capital, de leur épargne toujours plus euh, grosse bah, pour un besoin fondamental qui est d'apprendre en fait l'apprentissage. Et notamment, on le voit, comment dire, voilà, les prix d'école privée sur 4 ans, ils atteignent vraiment bah, des sommets à plus de 33 000 dollars, à plus de 33 000 dollars pour le privé et 9 580 dollars pour le public sur 4 ans. Donc forcément, avec ça, bah, ça fait de plus en plus mal au portefeuille. Alors maintenant qu'on a vu la hausse des prix à la consommation, bah, on va parler d'un sujet qui nous touche, qui peut tous nous toucher. Et d'ailleurs, en France, on est quasiment champion européen là-dessus. On va parler du chômage. Et sans plus tarder, bah, on va prendre le bon élève de d'habitude, en tout cas proche de la France. On va parler de la Suisse. Vous allez voir que c'est un exemple qui est bien parlant, parce que sur ce graphique, on voit l'évolution du chômage en Suisse. Qu'est-ce que l'on peut y voir? Eh ben, le taux de chômage est resté à des niveaux inférieurs à 1%, en tout cas tout proche de 0%, donc quasiment pas de chômage en Suisse pendant des décennies, de 1940 à 1982, non, à 1991, pardonnez-moi, il n'y a pas de chômage en Suisse, donc c'est vraiment génial. Ensuite, grave erreur, la Suisse abandonne son étalon or en 1992. Alors pour le coup, c'est vraiment un bon élève, hein, c'est le dernier pays qui a résisté et qui a gardé une monnaie solide jusqu'en 1992, et son adhésion au Fonds monétaire international, donc le FMI. Donc après son adhésion au Fonds monétaire international, donc le fameux FMI, donc son taux de chômage n'a fait que grimper, on le voit très bien sur ce graphique, pour arriver à un pic de plus de 5% en 1995, et aujourd'hui il se stabilise aux alentours de 3%. Mais c'est quand même très intéressant à le savoir, c'est qu'il n'est jamais redescendu à ses niveaux post-année 90, même si tout le monde nous dit que les talons or, c'était pas bien, il en fallait plus. En attendant, quand il y avait des talons or, il y avait moins de chômage, même dans des pays très développés comme la Suisse. Tout à fait. Alors ensuite, second graphique, là on va parler de la croissance de la productivité et de la rémunération depuis 1948. Qu'est-ce que l'on y voit dans ce graphique? Donc c'est de 1948 à 2017, hein, pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent plutôt. Donc de 1948 à 1971, toujours la même date, hein, c'est vraiment le travailler plus pour gagner plus, comme disait Sarkozy. La rémunération est quand même était assez bien corrélée à notre productivité, parce que l'on voit une courbe qui suit très bien, que ça soit autant la productivité que la compensation. Depuis la rupture de l'étalon or, toujours une fois en 1971, le gain de productivité a augmenté de 156 points, c'est-à-dire que les individus sont de plus en plus productifs. Pour vous dire que c'est une super nouvelle. Le gros problème, c'est que depuis 1971, il y a une décorrélation importante entre le taux horaire de salaire, qui stagne à 115%,
et la productivité qui continue d'augmenter à 246%. Là, le résultat, il est direct, hein. Ce qu'il faut conclure de ce graphique, c'est que nous sommes de plus en plus productifs pour un revenu qui n'augmente que très peu. Et forcément, ça se ressent sur notre pouvoir d'achat. On passe de plus en plus de temps au travail, donc pas chez nous, pour un salaire qui n'est pas au rendez-vous. Est-ce que tu veux compléter quelque chose là-dessus, Hugo, toi? Non, effectivement, c'est un graphique qui est extrêmement parlant et on voit exactement la même décorrélation sur le graphique suivant qui nous montre plusieurs courbes, à savoir le GDP per capita, donc c'est-à-dire le PIB par habitant. On voit également le salaire médian, average real wage, basé sur le CPI, et on voit le real median weekly earnings, donc c'est-à-dire le revenu réel hebdomadaire des travailleurs à temps plein. Et on voit que depuis 1971, toujours en fait, les 5 courbes que l'on a sur ce graphique étaient corrélées entre 1945 grosso modo et 1970, et que depuis 1971, elles se sont toutes décorrélées, et on voit le PIB par habitant qui a continué sa ligne droite, qui a continué son expansion de manière relativement stable, alors que les revenus, eux, ont stagné, et on aperçoit en fait la même stagnation, c'est-à-dire que le PIB est vraiment corrélé à la productivité également. Donc on a le PIB et la productivité qui continuent d'augmenter, notamment liés et grâce au progrès technique. Par contre, on a les rémunérations, les salaires qui, eux, stagnent. Donc forcément, ça se traduit par un pouvoir d'achat qui diminue fortement. Absolument, j'ai rien d'autre à ajouter. Tu l'as bien expliqué. Bon, maintenant qu'on a parlé du chômage, forcément, on en parlait au tout début du podcast, il faut bien qu'on parle de l'immobilier, un sujet qui nous touche tous, ou en tout cas qui va tous nous toucher. Historiquement, la maison, on le sait, c'est un besoin vital, hein, ça fait partie de la pyramide de Maslow. C'est le besoin de se loger. Aujourd'hui, on est d'accord pour dire que l'immobilier est vu comme une valeur refuge, il ne sert plus forcément comme lieu d'habitation pour notre famille, il sert à stocker de la richesse. Pourquoi? Parce qu'on le sait que si on place notre argent dans je sais pas, une assurance vie en fonds euros, au bout de 25 ans, on a perdu en pouvoir d'achat, comme on en parlait juste avant. Par contre, si on le passe dans l'immobilier, en plus en France, on le sait, on aime toucher la pierre, on a tendance à penser que l'immobilier, c'est vraiment la valeur refuge exceptionnelle, surtout dans notre pays. Les biens immobiliers sont donc utilisés comme des comptes d'épargne, hein. Il y a une grande partie de la demande sur le marché qui n'est plus une demande de consommation, mais une demande monétaire. Et le résultat a été direct. Déjà, c'est que le prix de l'immobilier a explosé. On va l'expliquer après dans les graphiques qui vont suivre. Les primo-accédants, hein, nos pauvres primo-accédants, et d'ailleurs, il y a aussi d'autres individus qui ne peuvent plus acheter. Par exemple, un jeune couple de 20 ans est en compétition directe avec un riche couple retraité qui a profité des 30 glorieuses, qui s'est goinfré, etc., qui veulent profiter de leur patrimoine et diversifier leurs revenus en achetant, par exemple, un appartement à Biarritz en Airbnb. Et forcément, celui qui habite en campagne ne peut plus acheter ce genre de bien. On le voit surtout si vous écoutez les journaux, avec des réglementations toujours de plus en plus strictes sur l'immobilier pour justement faire en sorte que ceux qui sont plus démunis puissent accéder enfin à la propriété. Mais ça va bien plus loin, hein, les problèmes. On peut même citer par exemple l'allongement des temps de trajet, car on habite forcément toujours de plus en plus loin des centres-villes qui sont devenus complètement exorbitants. Moi, j'habite en région parisienne. Je vous laisse même pas deviner le prix sur Paris, c'est absolument impossible. Bon, après, on va pas parler non plus de la qualité de vie. Le résultat aussi, ça a été la création d'aides, parce qu'il faut le souligner, les prix ont explosé, donc il y a eu l'apparition des APL. Alors, c'est pas comment dire, je suis pas là pour cracher sur les aides, hein, du tout, mais il faut quand même le souligner. L'immobilier a explosé, donc qu'est-ce qu'ont fait les gouvernements? Il y a le même système quasiment en Italie. Ils ont créé des aides. Donc il y a les APL, le PTZ, le prêt à taux zéro. On peut souscrire des prêts pour un taux nul. Le Pinel, donc quelque chose de créé par l'État.
On peut même citer l'ALS, hein, l'allocation de logement social, etc., etc., des aides. J'ai essayé de regarder sur Internet, il y avait quasiment, je pouvais ouvrir 3 pages d'aides pour acheter un bien. Faut pas oublier que les aides, c'est beau, mais comme tu le disais, comme tu le dis à quasiment à tous les podcasts, mais c'est vrai que c'est très juste, il n'y a pas de repas gratuit. Les aides, c'est financé par de la dette. La dette, c'est financé par la création monétaire. Donc c'est le chat qui se mord la queue, la boucle est bouclée. Est-ce que tu veux nous présenter, si tu veux, le graphique d'Amsterdam? Tout à fait, tu l'as très bien dit, plus il y a d'aide, plus il y a d'inflation, plus il y a d'inflation, plus il y a d'aide, et c'est un cercle sans fin. Et si on regarde effectivement le premier graphique, on voit le prix moyen des maisons et des loyers à Amsterdam. Qu'est-ce qu'on remarque? Le prix, il remonte très loin dans le passé, donc c'est pour ça qu'il est très très bien ce graphique. De 1620, vous l'avez bien entendu, de 1620 à 1970, les prix étaient relativement stables en fait à Amsterdam. Alors forcément, il y avait un peu des fluctuations, mais on remarque sur le très long terme qu'on est vraiment stable. En fait, il n'y a pas vraiment eu d'augmentation. On a une fluctuation sur l'indice entre 50 et 200, grosso modo, pendant quasiment 400 ans, en fait. Et en 1971, surprise, on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé en 1971? Eh bien, les prix ont explosé et sont passés tout simplement à quasiment 600 aujourd'hui. Donc voilà, on a des prix qui sont restés sur une base, alors je pense qu'ils l'ont calculé sur une base 100 graphique, mais sur une base 100 qui sont restés entre 50 et 200 pendant 400 ans, et d'un coup, après 1971, ils passent au-dessus des 500 pour atteindre quasiment les 600. Donc c'est vraiment une augmentation impressionnante sur le graphique donc des prix à Amsterdam. Ça ne s'arrête pas là parce que si on regarde donc les prix également à New York et à Boston, donc aux États-Unis, on voit le prix des maisons qui a explosé depuis 1971 également, Alors, et juste, même plus juste précisément depuis 1980. Ouais. Alors juste pour compléter ce que tu as dit, Hugo, sur le premier graphique, donc les prix à Amsterdam, on voit que le loyer n'a pas changé, hein. Enfin, le loyer est vraiment resté très bas par rapport à l'évolution du prix qui, lui, a augmenté, enfin qui a explosé même, hein, le prix d'achat. Mais comme je vous le disais juste avant, en tout cas en France, on achète beaucoup pour investir. Le problème, c'est que, on est bien d'accord, l'argent, le bénéfice que tu vas faire, ça va se faire surtout à ton prix d'achat. C'est comme les actions en fin de compte, hein. Donc si on achète de plus en plus cher un bien et que le loyer ne suit pas la même corrélation, bah forcément ta marge sur ton revenu locatif sera très très médiocre. Et là, quand tu vois que l'indice à l'achat, on dépasse les 500, quasiment même 500, enfin on dépasse même 550 d'indice, tandis que les loyers, eux, plafonnent à 200, ouais, t'as un delta je suis nul en maths, mais t'as un sacré delta. Donc, forcément, bah, ton revenu locatif est très médiocre. Est-ce que l'immobilier est en tout cas à Amsterdam, hein, après, il faut faire vos propres calculs en région parisienne ou en France, mais en tout cas, est-ce que à Amsterdam, c'est rentable d'acheter un bien pour stocker de la richesse? Bah, d'après ce graphique-là, en tout cas, moi, je ne pense pas, parce que ton revenu locatif sera très médiocre. Je te laisse continuer sur New York et Tout Boston à si tu fait. veux. Et ouais, et d'ailleurs, juste pour revenir là-dessus également, le plafonnement des loyers peut s'expliquer par plusieurs choses, mais aussi tout simplement puisqu'il y a des plafonds en fait légaux, hein, des loyers qui ont été mis en place par les États. C'est notamment le cas à Paris. On peut pas augmenter les loyers aussi vite qu'on le voudrait. On peut pas augmenter les loyers à 5-6% par an en suivant l'inflation si on le veut. On est obligé de suivre l'indice fourni par, je crois, la mairie de Paris pour réévaluer ses loyers tous les ans. Donc c'est le plafonnement des loyers. Donc je pense que ça doit être pareil dans toutes les grandes villes. Ça doit être aussi le cas à Amsterdam, pardon, tout simplement, puisque sinon en fait les gens seraient dans la rue, hein, ils pourraient même pas se loger parce que les loyers seraient beaucoup trop chers, déjà qui sont hors de prix. Pour ceux qui ont déjà cherché un appartement en région parisienne, vous savez que c'est hors de prix, mais s'il n'y avait pas ce plafonnement des loyers, on n'imagine même pas, on aurait des studios à 4000 balles par mois. Et effectivement, on voit exactement la même chose en fait entre, à New York et à Boston aux États-Unis. On voit que à partir de 1970 et 1980, on a un prix des maisons qui a explosé à New York et Boston.
puisqu'il était aux alentours, donc là on n'est pas vraiment sur une base 100, mais on est sur un taux de croissance qui part de 1960. On était aux alentours de 30-40% en 1970-1980, et depuis on est passé à environ 200%, donc c'est tout simplement énorme, en sachant qu'on a également le revenu médian et le revenu médian à New York et le revenu médian à Boston, et on voit que eux n'ont pas suivi l'augmentation ils ont augmenté, mais ils augmentent beaucoup moins vite que l'augmentation du prix des maisons. Et ça se traduit par quoi? Eh bien, on voit sur le dernier graphique ici, qui est un graphique extrêmement parlant, qui nous montre le nombre d'années nécessaires pour pouvoir acheter une maison avec de l'épargne. En fait, le nombre d'années nécessaires pour épargner, pour acheter une maison. On voit que en 1950, 60 et 70, c'était environ entre 2,3 et 2,6 ans. C'est-à-dire que vous deviez travailler à peu près 2 ans, 2 ans et demi pour pouvoir épargner suffisamment d'argent pour vous payer une maison dans les années 60-70. Aujourd'hui, c'est plus le cas, puisqu'on voit que on est plutôt aux alentours des 7. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez travailler 7 ans pour épargner suffisamment d'argent pour pouvoir vous acheter une maison, soit quasiment 1 fois 3. Donc en fait, tout simplement, ce que ça veut dire, c'est que vous devez travailler 3 fois plus longtemps que vos grands-parents pour pouvoir vous payer la même maison que vos grands-parents. Et forcément, c'est dramatique parce que le système, en faisant justement une inflation comme ça incontrôlée avec nos revenus, on ne peut plus se loger, et surtout dans les grandes villes, le système, en fin de compte, nous a volé le temps à cause de l'inflation. Parce que forcément, quand tu achètes une maison, quand tu achètes un bien même plus grand, c'est que tu as des projets toujours de plus en plus grands, en l'occurrence. Donc, on est bien d'accord que le temps, c'est le seul truc que tu pourras jamais acheter et jamais récupérer. Et forcément, un ménage va se poser d'autres questions. Il va avoir tendance à repousser sa volonté, je sais pas, à fonder une famille, car leur situation n'est pas optimale. Je sais pas, s'ils habitent dans un logement actuel qui est un peu étroit et excentré d'une école, et avec leurs revenus qui ne sont pas suffisants pour acheter un bien plus grand et plus proche d'une école, et ben tout simplement, ça va retarder leur volonté de fonder une famille, mais ça peut se retrouver dans plein d'autres exemples. Donc c'est vraiment ça, hein. Le système, avec une inflation aussi élevée et des prix qui augmentent aussi vite, tandis que nos revenus n'augmentent pas, et ben le système nous vole du temps. C'était juste ma Tout à petite fait. touche personnelle là-dessus. Tout à fait, mais tu as tout à fait raison, puisque la monnaie, c'est du temps et de l'énergie transformée, puisque on stocke, enfin, plutôt du temps et de l'énergie sous forme abstraite, puisque la monnaie, c'est une forme abstraite pour stocker notre temps et notre énergie, puisque c'est quelque chose qu'on gagne au travers du travail qui est donc la dépense de notre temps et de notre énergie. Et donc, si l'État crée de l'inflation, et nous vole notre monnaie en dévaluant cette monnaie, bien tout simplement, il nous vole notre temps et nous vole notre énergie, puisque vous devrez travailler, comme là dans cet exemple, 3 fois plus longtemps pour vous payer les mêmes choses que vos grands-parents, tout simplement. Et ça ne Absolument. s'arrête pas à l'immobilier. Vous le savez, on est avant tout le CAF rentable. On parle beaucoup de bourse ici, et donc forcément, eh bien, on va parler de bourse, des marchés actions notamment. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Absolument, bah, avec plaisir. Donc, le marché action. Bon, déjà, on est tous d'accord pour dire que les actions, en tout cas si vous nous écoutez, c'est une des meilleures classes d'actifs. C'est celle qui offre le meilleur rendement, hein, historiquement. Et d'ailleurs, ça s'est vu avec l'émergence des ETF, qui a permis d'utiliser les actions comme un moyen d'épargne, en tout cas de faciliter l'épargne. On n'a plus besoin de passer par un CGP, un conseiller de gestion patrimoine, ou un banquier qui va prendre des frais qui vont trincer. On peut ouvrir un PEA et un CTO et acheter un ETF. Voilà, on va pas en parler, mais voilà. Au lieu de garder des dollars, les gens achètent du EVV, comme tu en parlais la dernière fois, donc du S&P 500 chez BlackRock, et du QQQ, donc du Nasdaq. Ce sont un peu, en gros, les nouveaux comptes d'épargne. Surtout en Amérique du Nord, parce que là-bas, il n'y a pas de compte d'épargne à proprement dit, comme chez nous en France, les fameux livrets A ou LDDS, qui financent entre guillemets le logement social, hein, aussi, il faut le préciser, ils ne financent pas de la création de richesse. Mais il y a un point qui est important à souligner, c'est que la bourse en ce moment est de plus en plus chère. D'ailleurs, on trouve de moins en moins d'opportunités, en tout cas je parle pour ma part.
avec des niveaux de valorisation, notamment avec les PER qui montent et qui n'en finissent plus de monter, surtout dans le temps. Donc qu'est-ce que l'on peut dire de tout ça? Déjà, pourquoi l'essor de la bourse? Tout le monde cherche à fuir le dollar. En tout cas, tout le monde cherche à fuir leur monnaie fiat, leur monnaie étatique. Donc toutes ces devises qui sont étalonnées à rien pour un seul but, en tout cas en grande partie, c'est se protéger de l'inflation. Donc on investit en bourse parce que la bourse a un rendement qui est historiquement parlant supérieur à l'inflation. Donc ça permet, avec le delta, de compenser notre pouvoir d'achat qui ne fait que diminuer. Et puis, bien évidemment, il est beaucoup plus simple d'acheter une action en 2024 qu'en 2008, où tout le monde préférait l'immobilier, par exemple, à cette époque. C'est pour ça que la bourse, en tout cas l'attrait pour la bourse, n'a fait qu'exploser. Et donc effectivement, sur le graphique d'après, on voit une corrélation qui est extrêmement intéressante puisque c'est la corrélation entre le cours du S&P 500 et la croissance de la masse monétaire. La croissance de la masse monétaire et on voit notamment les différentes phases de QE, donc de quantitative easing. On en a parlé dans la dernière vidéo. C'est le fameux rachat des banques centrales, enfin le rachat par les banques centrales des obligations étatiques. Et donc, ce qu'on remarque, c'est qu'on a une corrélation quasi parfaite en fait entre la croissance de la masse monétaire et le cours de bourse. Et vous le savez généralement, si vous suivez les marchés, si vous suivez les annonces de la Fed, quand les taux baissent, on le sait, en général, les marchés pump, les marchés augmentent, et quand les taux augmentent, les marchés baissent. C'est souvent très corrélé, et c'est pour ça que tous les investisseurs du monde regardent Jérôme Powell et regardent les annonces de la Fed quand elles ont lieu. C'est tout simplement puisque le S&P 500, le marché action et même et le marché immobilier aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, est fortement corrélé à la croissance de la masse monétaire. Et c'est très simple à comprendre, hein, forcément, plus il y a de monnaie en circulation, plus il y a de nouvelles monnaies en circulation, plus les gens vont vouloir essayer de se protéger de l'inflation, et donc plus ils vont essayer d'acheter des choses faciles pour se protéger de l'inflation, à savoir de l'immobilier, mais aussi maintenant des ETF qui ont largement démocratisé l'investissement boursier. Les ETF qui sont, comme tu l'as dit, un peu le nouveau compte épargne de l'américain, puisque aujourd'hui n'importe quel retraité américain possède du IVV ou du QQQ, donc les fameux ETF de BlackRock et Invesco. Il y a aussi l'ETF de Schwab, le Schwab Dividende, qui est extrêmement populaire aux États-Unis dans les 401k, donc un peu le PEA américain. Donc voilà, forcément tout ça, ça fait pumper le marché action quand la masse monétaire augmente. On le voit sur ce deuxième graphique également, qui lui est beaucoup plus ancien, Juste puisque lui... Juste pour compléter sur le premier graphique, il faut savoir que les actifs donc présents dans les banques centrales, ils sont composés, parce que je ne le savais pas forcément, mais ils sont composés en très très grande partie d'obligations, donc de dettes tout simplement, et de réserves en devises. Donc tout est lié. Par exemple, 60% des actifs totaux de la Fed sont composés de T-bonds, donc le bon du trésor américain. Et les obligations d'État japonaises constituent 80% du bilan de la BOJ, donc de la Banque centrale japonaise. Donc vraiment, on se demande qu'est-ce que l'on doit en conclure de ce graphique. C'est que les actions n'augmentent pas forcément en valeur en soi, on dirait, mais elles conservent seulement une certaine valeur en contenant les décisions complètement folles des banques centrales et de leur accroissement de la masse monétaire qui est sans fin, parce qu'on voit, c'est tellement corrélé, la création monétaire, elle est aussi haute que ton S&P 500. Donc Tout à fait. on marche sur la tête. Mais voilà, juste à savoir que les actifs des banques centrales sont que des dettes en fait, les dettes des pays. C'est le fameux QE, de toute façon, c'est la banque centrale qui rachète les dettes de son propre gouvernement en fait, donc ça n'a tout simplement aucun sens, mais c'est comme ça que la masse monétaire est créée en grande partie. Et sur le deuxième graphique, en fait, c'est exactement le même principe. On voit la money supply, donc la croissance de la masse monétaire, on voit le S&P 500, mais ce graphique est beaucoup plus large puisqu'il remonte jusqu'en 1970 et on voit vraiment une forte corrélation entre la croissance de la masse monétaire et la croissance du S&P 500. Et justement, à l'inverse, si on regarde le troisième graphique, là c'est encore plus parlant, puisque vous avez le contre-exemple, puisque cette fois on a le S&P 500, mais non pas exprimé en dollars, et moi c'est un graphique que j'adore, celui-là il est extrêmement intéressant,
c'est le S&P 500 exprimé en grammes d'or. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que si on exprime le S&P 500 dans une monnaie qui n'est pas inflationniste, donc avec une masse monétaire qui ne fait pas n'importe quoi, à savoir l'or, qui est une monnaie, en tout cas une matière première qui croît qui croît à un taux inférieur à 2% par an, comme on l'a expliqué dans le podcast sur les talons or, eh bien tout simplement, il n'y a pas de croissance sur le S&P 500. On voit que la croissance s'est arrêtée en fait en 1970. Elle s'est effondrée à partir de 1971. On a eu ensuite un petit regain à partir de 80 jusque la bulle des années 2000 où on a eu une explosion du S&P 500 par rapport à l'or, mais ensuite on a eu un énorme crack en 2000, 2003, etc. On a eu encore un peu de croissance et là, l'achèvement, le coup final, le dernier coup de marteau sur le clou, on a eu la crise financière de 2008 et alors là on est retombé dans les bas-fonds avec le S&P 500 qui est retourné manger de la poussière et depuis donc 2012-2013 on a de nouveau une petite croissance lente du S&P 500 par rapport à l'or. Mais en fait, qu'est-ce que ça nous dit? Ces trois graphiques, ça nous dit que potentiellement, la majorité de la performance boursière provient non pas de la croissance de l'économie et de la croissance des entreprises, mais plutôt de la croissance de la masse monétaire, donc ce qui est plutôt inquiétant comme conclusion. Alors pour ce qui est du dernier graphique, donc market capitalisation by sector, donc la capitalisation boursière par secteur. Donc les données du graphique sont sur 100 ans, voilà, de 1920 à 2020. Alors qu'est-ce que l'on remarque dans ce graphique? Eh ben, c'est que avant 1971, oui, toujours cette date, on est d'accord, tous les secteurs, sauf la finance, affichaient une belle croissance relativement linéaire. On voit qu'il y a une pondération quand même assez importante dans la bourse, notamment des ressources, donc les matières premières, avec plus de 20% de pondération en 1920 à environ 40% en 1970. Le reste des secteurs, donc toujours une fois, sauf la finance, en bourse, comptait une pondération de 45% en 1920 et on est passé, donc on a pris 15 points de plus pour arriver à 60% en 1970. Vous connaissez la musique, il y a la crise, donc il n'y a que le secteur financier en fait qui souffrait depuis la crise de 1929 avec vraiment une décroissance assez marquée. Elle s'était faite découper, ce secteur, vraiment, plus personne ne voulait les croire, que la chute des grandes banques. Voilà. On voit que son poids dans la capitalisation boursière était passé de 35% en 1920, donc c'est quand même une assez belle représentation, à quasiment moins de 10% en 1971, donc ils ont perdu 25 points en un peu plus d'une cinquantaine d'années. Et c'est qu'à partir de 1971, où tout a changé, le poids du secteur des ressources a explosé, notamment dû au choc pétrolier, en passant d'environ 40% en 1970 à plus de 65% en 1971. Donc il y a vraiment eu un déséquilibre, on voit quand même assez important. Et ça a été le secteur financier s'est revigoré et a augmenté de plus belle en passant de 10% à 40% en 2020. Donc a pris 30 points en assez peu d'années. Ça peut s'expliquer notamment par cet essor de la demande en finance avec les nouvelles technologies, etc. Mais aussi il y a eu la création de nouveaux travail à tire-larigot, beaucoup de bullshit jobs, etc. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qu'augmentent les banques, enfin toutes les institutions financières, c'est énorme. D'ailleurs, ça va se faire découper par l'IA, j'en suis persuadé. Et la propagation de la bureaucratie, aussi dans les banques et même dans la fonction publique, ça crée une manne énorme de salaires et de travail. Mais en réalité, on n'en a pas forcément besoin autant. En tout cas, force est de constater que le secteur financier a fortement augmenté jusqu'en ce moment, d'ailleurs. Contrairement aux autres secteurs dont leur poids dans la capitalisation boursière a été divisé par 2 en passant de 60 à 30% entre 1970 et 2010. Donc, ce qui est vraiment très parlant, c'est qu'il y a deux principaux secteurs aujourd'hui, ça va être la finance et les énergies, tandis que les autres secteurs vont être boudés, alors qu'en l'occurrence, ça serait eux les plus, les plus importants en soi. C'est pas la finance qui régit le monde, c'est plutôt ce qu'on mange, Nestlé, voilà,
préfèrent les produits de Nestlé que les produits structurés que me propose la Société Générale, par exemple. Tout à fait, mais vu que tout le monde cherche à fuir l'inflation, bah forcément ça crée une demande énorme pour les produits financiers, pour les prestations, pour les services financiers. Donc ça fait augmenter le poids de la finance dans l'économie. Et donc pour finir ce podcast et pour finir sur les conséquences de l'inflation, on va parler d'un sujet que vous adorez, que vous aimez tous, puisqu'on va parler de la dette. Ah, absolument, le déficit sans fin et la dette. Bon, normalement, hein, la croissance économique, on est bien d'accord, c'est le fruit de la gratification différée. On en parlait au tout début du podcast dans l'introduction. Le résultat, donc la croissance économique résulte de l'épargne, de l'investissement, qui vont étendre la taille du cycle de production, donc augmenter la production. Si la production augmente et qu'elle est toujours de plus en plus productive, ça mène à des conditions de vie meilleures. C'est le résultat du progrès, entre guillemets. La dette, on est bien d'accord pour dire que c'est l'opposé de l'épargne. L'épargne crée de l'accumulation de capital, donc le développement du progrès, tandis que la dette, c'est l'inverse. La dette va emprunter la production économique future. Pourquoi? Parce qu'elle réduit le stock de capital sur plusieurs générations. Il n'y a qu'à voir la France et son poids de la dette. On est bien d'accord, hein, là c'est ciao les 30 glorieuses. Les boomers en soi sont au top de leur forme. Ils ont profité de 30 années magnifiques de croissance, de prospérité. Les nouvelles générations, et d'ailleurs les boomers qui ont créé de la dette, hein, l'explosion de la dette proviennent de leur époque. Et nous, les nouvelles générations, on va se subir, hein, il n'y a pas d'autre mot, ce dérapage économique et toutes les décisions qui ont été créées par nos ancêtres. Ils n'ont pas fait que des mauvaises choses, hein, on ne va pas leur jeter la pierre, mais il n'y a pas à dire, hein, c'est la nouvelle génération qui va prendre en charge, ou plutôt essayer de prendre en charge la dette française et même la dette mondiale. Plus globalement, c'est le même problème en Amérique, hein, je ne fais pas une fixette sur la France. Bref, tout ça pour dire que la dette provoque vraiment une baisse de la productivité et forcément, on l'a vu tout au long de ce podcast, qui dit baisse de la productivité dit baisse des standards de vie. Tout à On peut fait. Et prendre d'ailleurs, l'exemple c'est vachement intéressant de parler des 30 Glorieuses parce que ce qu'on oublie souvent de préciser, c'est que les 30 Glorieuses, c'est aussi notamment 30 années pendant lesquelles il y avait une monnaie solide. Puisque, en fait, qu'est-ce qui, in fine, quelle est la cause fondamentale qui a fait que les 30 Glorieuses se sont arrêtées? C'est que il y a plus de monnaie solide, en fait, depuis les 30 Glorieuses. On est passé en monnaie fiat. Et forcément, depuis qu'on est passé en monnaie fiat, il y a plus de croissance, il y a que des problèmes. Et je sais pas toi, mais moi, depuis que je suis né, j'entends parler de la crise. J'entends qu'on est en crise, le taux de chômage, la dette qui explose. T'as la l'impression qu'on vit retraite. en crise continue. Tu vois, il y a que des problèmes économiques, moi, depuis que je suis né. C'est absolument ça. C'est absolument ça. Voilà. Mais en fait, si on se pose la question fondamentale, est-ce que le problème viendrait pas tout simplement de la monnaie, puisque la monnaie, en fait, c'est vraiment la couche zéro de toutes les économies. C'est par la monnaie, en fait, que se font toutes les transactions économiques, tous les échanges économiques. Donc, si la couche zéro, si le niveau zéro de l'économie est faussé et corrompu, forcément, toute l'économie va être corrompue et toute l'économie va partir à volo, comme nous l'ont montré tous les graphiques. Mais bref, je te laisse continuer. Non, merci pour ton explication. On peut prendre même un autre exemple, hein, c'est la croissance. Donc tout ça, on est bien d'accord, hein, on génère de plus en plus de dettes. Il n'y a qu'à prendre le niveau d'endettement de l'Amérique, hein, on va parler de l'Amérique, avec un niveau d'endettement sur le PIB qui avoisine les 129% en ce moment. Et la France, on est à 112% de taux d'endettement, ce qui est forcément colossal. Pour ce niveau de dette, on espère quand même une croissance qui soit au rendez-vous. Bon, c'est pas le cas, je vous laisse vous le deviner, hein. En Europe, on attend une croissance de 1% en 2024, tandis que pour la France, on attend une croissance de 0,7%, ce qui n'est pas énorme. La dette, elle est abyssale dans beaucoup de pays. L'endettement immobilier et social, forcément, comme je l'ai dit juste avant, rend des conditions difficiles pour les nouvelles générations et même pour les générations actuelles, parce que on va devoir travailler de plus en plus. Donc, comme on l'a dit juste avant, hein, tout est lié. Si on travaille de plus en plus, c'est du temps en moins
pour nous. Donc, du temps pour... En fait, comment dire, on gaspille notre temps, entre guillemets, on gaspille notre temps pour financer, pour payer les intérêts de la dette, pour payer les programmes sociaux qui ne créent pas de richesse en soi, mais qui sont très coûteux au niveau de la dette, et les impôts qui sont de plus en plus nombreux. Et aujourd'hui, la solution, elle est très simple. Pour financer tout ça, pour financer des dépenses qui sont de plus en plus importantes, on souscrit des prêts. On souscrit des prêts. Il y a vraiment eu un changement de mœurs. Tu parlais justement des 30 Glorieuses, Hugo. Faut savoir qu'à cette époque, ou même à l'époque de nos ancêtres, les grosses dépenses étaient financées par le travail, et uniquement par notre travail et le fruit de notre épargne qui était durement gagné. Aujourd'hui, on va souscrire un prêt pour payer l'école, la voiture, le sèche-linge, le mariage, même le divorce, et même pour payer, on souscrit même des prêts pour financer un prêt qui est existant, un fameux prêt revolving. Autant vous dire qu'on fait des prêts à volo pour toutes les raisons. Et effectivement, donc ces taux d'endettement se manifestent, comme tu as dit, dans la sphère du privé, avec des niveaux d'endettement qui explosent. Alors c'est un peu moins visible en Europe, encore une fois, mais aux États-Unis, c'est catastrophique, avec des niveaux d'endettement qui sont qui sont au plus haut historique, qui sont du jamais vu, notamment avec l'utilisation massive de cartes de crédit, avec les prêts étudiants, etc., qui sont de vrais énormes problèmes aux États-Unis. Et l'inflation permet également aux États de s'endetter sans fin. Elle permet de créer des déficits sans fin, tout simplement puisque l'État peut imprimer autant de monnaie qu'il veut. Et en fait, alors c'est pas juste l'État qui fait marcher la planche à billets, on l'a déjà dit, mais grosso modo, l'État, lui, pour emprunter, qu'est-ce qu'il fait? Il émet des obligations. Sauf que ces obligations, si personne ne les achète, l'État ne va pas pouvoir emprunter et in fine, il va faire faillite, tout simplement. Mais qu'est-ce qui se passe? On a des banques centrales qui achètent les obligations de ces États avec de l'argent qui n'existe pas. Donc tout simplement, on a des États qui peuvent emprunter de l'argent qui n'existe pas et qui peuvent dépenser cet argent dans une économie qui est bien réelle. Donc qu'est-ce qui se passe si vous êtes un État, que vous empruntez de l'argent et que vous le redistribuez à votre population? Eh bien tout simplement, vous avez des gens qui se retrouvent à avoir de l'argent qui n'existait pas et qui peuvent introduire cet argent en achetant des biens et des services dans l'économie réelle. Donc forcément, on a une fausse offre, on a un mismatch entre l'offre et la demande, puisqu'on a des gens qui sont capables d'acheter des choses qu'ils ne pourraient pas normalement acheter si on n'avait pas cette fausse création, cette création monétaire qui vient fausser donc les prix dans le marché. Et sans l'inflation, sans les quantitative easing, sans les QE, l'État ne pourrait plus payer sa dette et aurait fait faillite depuis longtemps. En fait, ça a déjà été le cas en 2008. Si l'État, notamment aux États-Unis, n'était pas intervenu en 2008, on aurait eu des problèmes massifs. Le système bancaire aurait fait faillite et potentiellement le gouvernement américain aurait déjà fait faillite en 2008 sans l'intervention de la Banque centrale. Et bien sûr, ça c'est une des fameuses phrases de Satoshi Nakamoto dont on va revenir un peu dans l'épisode suivant, dans un des mails qu'il a envoyé, il me semble, c'est que on fait tous les jours confiance en tant qu'individu à nos États, à nos banques centrales pour bien gérer la monnaie, les fameuses monnaies fiat. Mais l'histoire est pleine de brèches de cette confiance, puisque en fait l'histoire nous prouve que les États et les banques centrales ont abusé de notre confiance au fil des ans et surtout constamment en abusant de cette monnaie, en créant de la monnaie de plus en plus, ce qui dilue in fine tous les détenteurs de cette monnaie, ce qui crée des faux prix sur le marché, ce qui crée une distorsion des prix, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Ça crée des écarts entre des prix qui sont incontrôlables, comme les prix de l'immobilier qui ne cessent d'augmenter, avec des salaires qui, eux, ne suivent pas, tout simplement. Et en plus de ça, encore plus pervers, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. À cause de l'inflation, les gens sont forcément de plus en plus pauvres, ils ont de plus en plus de mal à finir le mois, à se payer leur train de vie, donc forcément ils demandent de plus en plus d'aides, des aides qui sont elles-mêmes financées par l'inflation. Donc les gens deviennent encore de plus en plus pauvres puisqu'il y a de plus en plus d'aides qui sont de plus en plus financées par l'inflation. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent encore de plus en plus d'aides, de plus en plus de taxes, etc. Donc forcément, on finance encore ces aides par l'inflation, etc., etc. Vous avez compris, c'est le serpent qui se mord la queue et in fine, c'est la mort de la responsabilité individuelle et de l'entreprise individuelle puisque les individus deviennent de plus en plus dépendants à
l'État. Donc en fait, si on se met dans la peau d'un État, bah, l'inflation, c'est l'outil parfait. C'est l'outil parfait parce que tu peux voler la richesse de tout ton peuple sans lui demander la permission, sans même qu'il s'en rende compte. Et en plus de ça, tu le rends de plus en plus dépendant de ton système, de tes aides et de tes institutions. Donc, c'est tout bénef pour toi, État. Et en plus, tu n'as de compte à rendre à personne et tu peux payer autant de fonctionnaires que tu veux pour faire fonctionner ce monstre énorme qui est l'État. La Et, fameuse main invisible. tout à fait. Bah alors là, du coup, on a plus de mains invisibles depuis longtemps hein, dans beaucoup de marchés, malheureusement. On a des mains qui sont Euh, extrêmement visibles. Mais c'est c'est d'ailleurs, clair. oui, c'est Charles Gave dans ses vidéos qui arrête pas de respecter. Je préfère la main invisible du marché que le coup de pied au cul de Staline. J'adore cette phrase. Mais peut-être que, ouais, on peut conclure en parlant du dernier graphique. Ouais, et ben écoutez, c'est le dernier graphique de l'émission. Donc pour ceux qui sont encore avec nous, et ben du courage, c'est le dernier. On va vous présenter donc l'évolution de la dette fédérale aux US, donc en Amérique du Nord. Donc si on prend le graphique qui date donc voilà, historiquement, il va prendre une période assez grande, voilà, de 1790 à 1946. Et on voit que la dette fédérale a touché ses sommets pendant des phases de crise financière, comme en 1929, en atteignant quand même moins de 50% du PIB, ou des guerres, comme la guerre civile de 1861 à 65, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. C'est arrivé au plus haut. Durant 1946, le poids de la dette dépassait légèrement les 100% du PIB, pour redescendre de 3 quarts rapidement en 1970. Quand on voit vraiment sur le graphique, hein, pendant les phases de crise et de guerre, ça augmente très vite, mais ça redescend aussi très vite. Et il y a vraiment ce retour à la normale. Mais voilà, depuis l'arrêt de la convertibilité du dollar en or en 1971, vous allez la connaître par cœur cette date à la fin, eh ben, la dette fédérale est repartie de plus belle. Parce que nous sommes en 2024 et le poids de la dette en Amérique arrive au niveau de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, il l'a Pourtant, même on est dépassé, hein, parce voilà. qu'on est à 129% aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est ça. En plus c'est ça que Ouais, je me le disais. graphique est pas à Euh, jour parce que tu vois, ouais, il s'arrête un peu plus ouais, tôt. il Ouais, s'arrête mi-2024. ouais, c'est ça, il est pas à jour, mais on est à 129, là, donc on a bien dépassé les plus hauts de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Ouais, Pourtant, on est d'accord que si vous sortez de chez vous, on est loin de la Seconde Guerre mondiale. C'est ça qui est c'est quand même clair. fou. Donc voilà, selon les estimations, en plus, hein, la croissance est vraiment exponentielle parce que la dette US devrait dépasser les 180% du PIB d'ici 2050. Alors, je pense qu'on en arrivera même d'ici là, bien avant 2050, mais Ouais. préparez-vous à ce que la dette, en fait, double le niveau du PIB d'ici la fin du siècle, tout simplement. Donc c'est vraiment un niveau de dette qui est colossal. Tout à fait. Tout à fait, et ben je pense que ça clôture un peu ces trois podcasts d'introduction qui vont nous amener petit à petit à vous parler de Bitcoin. Donc premier épisode, les talons or, deuxième épisode, les monnaies fiat. Maintenant on a parlé des conséquences concrètes de l'inflation dans l'économie, et lors du quatrième épisode, on parlera donc de Bitcoin. Est-ce que Bitcoin a un intérêt dans votre portefeuille? Est-ce que ça vaut le coup d'avoir une position en Bitcoin? Et surtout, quel est le problème fondamental que Bitcoin pourrait résoudre à l'avenir et quelle est son utilité dans le monde? Et surtout, on reviendra un peu plus en détail sur son fonctionnement, etc. Un peu les points un peu plus techniques et pratiques relatifs au Bitcoin. Mais du coup, voilà. En tout cas, podcast dense en informations et dense en graphiques. Donc, si vous ne l'avez pas vu en vidéo, je vous encourage quand même à aller jeter un œil sur la vidéo sur YouTube et passer rapidement sur les graphiques pour que vous puissiez les voir parce que c'est vraiment très parlant. Et donc, nous, on arrive à la fin de l'épisode et surtout, on espère, comme d'habitude, que le podcast vous a plu et que vous avez appris quelque chose d'utile avec nous aujourd'hui. C'est clair, Hugo, il a été quand même pas mal dense, même aussi à travailler ce podcast. Mais en tout cas, Ouais. j'espère qu'il vraiment du fond du cœur qu'il vous ait plu parce qu'on a donné quand même beaucoup d'énergie à le fournir. N'hésitez pas vraiment aussi à partager en commentaire votre avis sur cette petite saga entre guillemets Bitcoin. Je sais que
Alors, en termes de vues, en termes d'écoute, c'est pas ceux qui battent le plus de records, mais par contre, en termes de commentaires, on a vraiment des excellents retours parce que c'est un sujet qui change de d'habitude un peu des ETF, etc., que l'on peut faire, ou même des actions à proprement dit, de la bourse en tout cas. Donc, voilà, c'est un podcast qui est rentable, encore une fois, mais dans un autre aspect, pas forcément dans le marché financier, mais plutôt là, on fait, pour une fois, on essaie d'innover, on fait un peu d'économie. Voilà. Bon, sinon, avant de partir, un petit rappel, hein, n'oubliez pas de nous suivre sur Fountain App, écoutez, gagnez du Bitcoin. Et si vous voulez nous soutenir, bah, vous pouvez même nous en envoyer directement. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous a demandé en commentaire, parce qu'il n'y arrivait pas, j'ai trouvé un tuto sur YouTube qui est très simple. Vous mettez de façon tout simplement Fountain App utilisation. Et il y a vraiment un tuto parfait pour comprendre Fountain App, l'utilisation de cette application. Ouais. Et bien sûr, on est présent sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer et plein d'autres encore. N'hésitez pas à laisser un avis et une note 5 étoiles. Ça nous aide énormément à faire connaître le CAF rentable et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page Instagram. Également, abonnez-vous à nos chaînes YouTube respectives, hein, J'investe et Equinvest pour ne rien manquer de nos prochains contenus toujours très réguliers. Tout à fait, et bien évidemment, on est aussi sur Instagram. Merci à tous de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous comme d'habitude tous les lundis matins à 8h pour le prochain épisode. Merci à tous, à très vite et d'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, salut Hugo, Ciao. salut à vous. Ciao.